Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore en ce jour. Rencontre échange de vos numéros sur Delta Santé, l'émission décryptage de l'actualité de la semaine. Sur ce plateau, chaque semaine, nous invitons un invité, un interlocuteur avec qui nous discutons des faits de société et surtout ces derniers temps avec certains faits marquants qui vont meubler notre entretien de ce jour. Et pour en parler, l'honorable député Djeri Tama, président du groupe parlementaire Net PDP, il est mon invité. Monsieur Djeri Tama, merci de cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. C'est cela. C'est avec qu'on va faire le tour d'horizon des questions d'actualité, des questions périodiques. En commençant par la vie de l'hémicycle, vous êtes ici en tant que représentant national à l'Assemblée. Alors, dites-nous la vie de l'hémicycle, peut-être en faisant allusion au vote du budget que vous avez fait la dernière fois, le budget de l'Assemblée nationale, pas le budget national d'exercice 2022. Oui, vous savez, c'est une tradition que, avant d'avoir le budget donc, global, sur lequel l'Assemblée nationale, bien entendu, que l'Assemblée nationale étudie, il faut que toutes les institutions envoient au ministère en charge des Finances les budgets pour qu'ils puissent le consolider et l'intégrer dans le grand budget national. Et donc, c'est cet exercice-là que s'est livré l'Assemblée nationale la semaine dernière. En réalité, il n'y a pas grand-chose qu'il faut revoir parce que nous sommes, qu'on le veut ou non, dans une période d'austérité budgétaire. On a eu une lettre de cadrage que le Premier ministre envoie pour exprimer en réalité la marge de manœuvre de l'Assemblée. Quand vous regardez le budget à coût, je pense que de 4%, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est un exercice qui est annuel. Au mois d'octobre, régulièrement, l'Assemblée nationale, d'abord, il y a un travail qui se fait au niveau de la Commission des finances. Oui. Ensuite, maintenant, la plénière se réunit en séance plénière pour pouvoir adopter ce budget-là qui va être transmis dans les meilleurs des délais au niveau du gouvernement. Un budget de 6 milliards, c'est assez suffisant pour vous ou en deçà de vos attentes, des besoins, des missions qui vous sont assignées? Non, je pense qu'on doit pouvoir faire plus, mais maintenant, après, vous savez, nous sommes aujourd'hui sur un budget programme. C'est-à-dire qu'en fait, autrefois, on faisait un budget en regardant les moyens. Aujourd'hui, on regarde les résultats. Et donc, vous savez, l'Assemblée nationale n'a pas une régie financière. On ne produit pas de l'argent. Donc, en fait, on consomme de l'argent qui est produit par de la régie financière, qui est produit par d'autres institutions. Donc, nous sommes obligés de rester dans la lettre de cadrage. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements qui doivent être faits au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que nous, les députés, on doit pouvoir faire plus. Parce que c'est vrai que le député, étant représentant de la nation, est amené à pouvoir intervenir sur tous les sujets qui concernent la nation, mais ce faisant, c'est qu'il doit aller à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'un député, par exemple, qui est élu à Lomé, ne s'occupe pas uniquement du Grand Lomé, mais il doit pouvoir aller à Garpanga, il doit pouvoir aller à Mandouri pour voir des choses qui éventuellement ne vont pas. Voilà. Oui, non, le député, article 52, le député est le représentant de notre constitution, le député est représentant la nation. Il ne se limite, il n'a pas de fief. Son fief, c'est le pays. Non. Une fois que tu es à l'Assemblée nationale, vous représentez la nation et vous devez pouvoir. C'est pour ça que je n'ai pas de mal à parler du golfe, de Lomé, du Grand Lomé. Du Golfe 5. Du Golfe 5. Je suis pas élu à Lomé. J'ai fait des installations de lampadaires il y a de cela 6 mois dans la COSA. Je ne suis pas élu député dans la COSA. Mais je suis interpellé. Il y a des choses qui m'interpellent là-bas. J'y vais. Donc, quand on regarde aujourd'hui les moyens mis à la disposition des députés, pour qu'ils soient réellement efficaces, ça reste un peu difficile. Mais au même moment, nous devons être aussi réalistes. Les difficultés, les urgences sont à tous les niveaux. Et aujourd'hui, si les députés qui sont payés au moins plus d'1 million commencent à se plaindre, les gens qui sont au CIMIC vont dire, mais nous, on va faire comment? Voilà. Donc, oui, pour être plus efficace, et si on veut même un peu s'aligner sur ce qui se fait dans des pays de la sous-région, bien entendu, là, on est vraiment très loin. Vous avez souligné que vous êtes moins traité. Oui, mais de très loin. Oui. Et puis, souvent, ça se remarque quand on va sur des rencontres internationales. C'est-à-dire que, vous savez, ce n'est pas uniquement le fait du député togolais seulement. Quand vous allez à une rencontre internationale, les deux mecs qui sont au fond de la salle, qui ne parlent pas, et qui, quand on la pose, qui ne sortent pas pour aller dans un restaurant, là, c'est souvent les Togolais, parce que le gars, il regarde ses frères de mission. Peut-être que lui va aller manger une seule soirée en restaurant. Ça représente les frais de mission de toute la mission. Alors que pour certains, ça représente peut-être même la moitié de ce qu'il prend par jour. Donc voilà. Mais après tout, c'est un travail de don de soi, c'est du sacerdoce. Non, c'est après maintenant, vous prenez certaines personnes, dont moi,
Je pense que si on veut parler par exemple des actions sociales, je faisais des actions sociales avant de devenir député. Et aujourd'hui, une bonne partie de mes émoluments de député servent aux actions sociales que je continue à faire. Donc voilà. Mais après, pour l'efficacité de l'ensemble, ouais, ce serait bien peut-être qu'on nous mette à un niveau qui soit similaire à celui de nos camarades qu'on rencontre. C'est ça. Et au-delà, comment se passe la vie à l'hémicycle, vos relations interpersonnelles, l'ambiance, comment ça se passe? Comme vous le savez, je suis plutôt une grande gueule. Vous savez qu'à plusieurs reprises, ça m'étonnerait que la polémique liée au vaccin vous ait échappé. Et vous savez que c'est moi qui est à l'origine des mauvaises questions, ou bien des questions qui fâchent. Donc oui, on essaie de jouer notre rôle d'opposition, d'opposition parlementaire républicaine, d'opposition d'un parti issu du centrisme, qui n'est pas, je le répète encore beaucoup plus pour nos téléspectateurs, le centrisme n'est pas une position neutre. Le centrisme est une idéologie politique. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que parfois, quand on dit centrisme, on dit vous ne choisissez pas de côté. Non. Le centrisme, à l'image du socialisme, du libéralisme, du communisme, tout ça, c'est une idéologie politique basée sur le pragmatisme, le progressisme et l'humanisme. Donc aujourd'hui, en se basant sur tout... Donc qui s'engage quand même. Oui, non. La preuve, c'est que à ce jour, quand vous regardez les interpellations, je rappelle que rien que pour la première session, c'est 11 interpellations de ministres. Et donc, quand on regarde ça, nous essayons de jouer ce rôle-là. Votre groupe parlementaire a introduit, c'est ça? Oui, à travers ma propre personne. Et puis, quand vous regardez ça, on est industrieux. Mais au même moment, nous sommes aussi soucieux de garder un climat de contact. C'est-à-dire qu'on ne s'embrigade pas, on ne s'émure pas, on discute. Dieu merci, je peux dire qu'à plusieurs reprises, les 3 groupes parlementaires, à savoir le groupe parlementaire UNIR, le groupe parlementaire IRC, nous, on se rencontre. Sur des sujets quelconques pour discuter. Je pense que c'est aussi la force de cette nouvelle Assemblée nationale-là, où la discussion, où la concertation est possible, même si de temps en temps on n'est pas d'accord, on le fait savoir bruyamment. C'est ça. Bien, merci Yeri Tama pour ce tour d'horizon, cette introduction à cette émission portant sur les faits de société et de notre pays. Et justement, votre engagement aussi fortement sur le plan social, on vous a vu à plusieurs reprises s'engager dans des débats de société, notamment le cas de la société Meshamina, par exemple. Vous êtes prononcé là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement et quel gain de cause pour justement ceux-là que vous comptez défendre? L'affaire de Meshamina est un drame social. Pour 2 raisons. C'est qu'au fait, quand la zone franche est arrivée, beaucoup de personnes, l'idée initiale de la zone franche, c'était de créer des emplois. Oui. Parce que, comme vous le savez, la plupart des sociétés de la zone franche ne vendent pas le produit sur place, ils les exportent. Donc, c'était de faire implanter des sociétés et créer des emplois. Et maintenant, le gros souci, c'est que dans beaucoup de ces sociétés qui travaillent beaucoup sur la manufacture, où les gens travaillent à l'heure, c'est que c'est difficile quand les gens travaillent à l'heure de respecter le SMIC tel qu'il est établi au Togo. Parce qu'en fait, quand on établit le SMIC, souvent on l'établit beaucoup plus par rapport au paiement mensuel, pas au paiement horaire. Donc du coup, comme dans ces sociétés-là, on a besoin de beaucoup de mais que les gens se payent de façon à l'heure, c'est que c'est à la fin du mois on fait le point. Si par exemple dans le mois vous avez travaillé moins, parce que je pense qu'ils sont entre 800 000 francs l'heure, je ne sais plus si mes détails sont bons, donc vous risquez de vous retrouver à 20 000, 25 000, parce qu'au fait... Ce qui est en deçà du SMIC. Ce qui est en deçà du SMIC, c'est que c'est la totalité du temps de travail que vous avez eu. Donc maintenant, quand nous sommes arrivés, au fait, on s'est rendu compte, parce qu'il y a l'honorable Vincent Meganvi, donc qui est le député même du Grand Lomé, qui allait sur le terrain rencontrer tous les protagonistes, la direction, les employés, les délégués du personnel et tout ça. Et donc, du coup, en réalité, c'est qu'il y avait des protestations, parce que le problème, il est très simple. C'est que chaque matin, il y a des gens, des contremaîtres qui viennent recruter des gens. Donc, vous recrutez, vous faites un mois, mais le mois prochain, on peut ne pas vous recruter. Or, la personne qu'on a recrutée et qui a commencé à travailler considère qu'elle est engagée plus ou moins. Et donc, si le mois prochain, on ne te reprend plus, tu as l'impression qu'on t'a renvoyé. Enfin, c'est ce qu'on nous a expliqué et c'est ce que plus ou moins tout le monde a corroboré. Donc, il y a ces questions-là de recrutement, licenciement, qui ne sont pas des licenciements au sens où on signe un contrat de travail qui se posait. Et puis, il y avait, sous même l'intervention des ministres, même y compris le ministre du Travail, ils avaient
penser à mieux harmoniser le type de contrat. Et donc, le gros souci, c'est qu'entre-temps, l'incompréhension s'est installée entre la direction et les délégués du personnel, le personnel. Et il y a une grève sans préavis, une grève entre guillemets sauvage qui s'est installée. Comme on dit, oui. Voilà. Et c'est vrai que la grève a duré quasiment plus de 2 semaines et au même moment, il faut... Ça agit sur la production. Ça agit sur la production. Donc, quand nous sommes arrivés, on était à ce niveau-là. Et pour faire court, ce que nous avons plus ou moins obtenu de la direction, c'est quand même les gens qui, de bonne foi, ont été amenés à faire la grève parce qu'ils avaient des récriminations, qu'on les récupère. Il y avait à peu près 3000 personnes. Donc, on avait recommencé à faire, ils étaient à 1500. Et je pense que sur les derniers événements, les informations, ils sont à 2500. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et la deuxième chose, c'est de clarifier le type de contrat. Même si c'est un contrat à l'heure, il faut que la personne sache que il est engagé pour travailler tel nombre d'heures ou bien pour travailler suivant le nombre maximum d'heures pour le mois. Parce que les gens ne savent pas. Maintenant, il y a eu la question de la lettre, la fameuse lettre qui, moi, personnellement, m'a choqué. Ce qu'on nous a expliqué, je explique ce qu'on nous a expliqué. C'est qu'on a demandé à tous ceux qui veulent revenir, puisqu'il y a la guerre sauvage, de marquer une façon de dire, oui, je veux bien revenir. Maintenant, l'ennui avec Maïchamina, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont analphabètes. Et donc, il y a, vous savez, quand les empires brûlent, il y a toujours des gens qui se font des bénéfices. Il y a 1 ou 2 personnes qui se sont, à leur initiative, préparées pour écrire les lettres, comme celles qu'on a vues, à la place de ceux qui sont pas alphabètes, contre une somme de 500 francs. Oh là là. Donc, du coup, quand vous, en alphabète, vous voulez revenir, on vous dit, mais venez, prenez la lettre, signez, et puis vous allez repeindre. Donc, c'est ce qu'on nous a expliqué. Et ça aussi, comme je l'ai dit, ça a été corroboré par le personnel qu'on a rencontré. Mais voilà la situation. Sur les derniers éléments, on nous a dit qu'il y a 2500 qui ont été intégrés. Nous souhaitons vraiment que les 3000 puissent être intégrés. Mais j'ai eu un courrier, il y a de cela 2 ou 3 jours, il y avait 22 délégués du personnel, où j'ai eu le courrier qui me dit que les 22 délégués du personnel auraient été licenciés. Donc ça, on va retourner pour voir exactement où est-ce qu'on en est. Est-ce que l'Assemblée nationale peut s'auto-saisir de ce dossier pour... c'est des Togolais aussi là-bas, n'est-ce pas? Quel que soit le statut particulier de ces zones dites franches, est-ce qu'il ne fallait pas peut-être revoir avec le cadre du travail en vigueur dans notre pays au Togo? Non, en fait, le problème, c'est que à partir du moment où nous réalisons que le ministre du Travail s'est saisi du problème et qu'il est en train de le régler, l'Assemblée nationale, nous, on a fait un travail de député, comme je l'ai dit, de représentant de la nation. Nous sommes allés nous renseigner, nous informer. C'est peut-être l'avantage qu'on a. On peut se faire ouvrir toutes les portes en tant que député. Mais maintenant, l'Assemblée nationale peut bien entendu interpeller le ministre du Travail pour savoir de quoi il s'agit, rencontrer, mais uniquement dans le cadre d'une commission d'enquête. Vous savez, le problème, c'est qu'on dit souvent, oui, mais est-ce que l'Assemblée nationale ne peut pas? Mais c'est encadré. Il faut une commission d'enquête. Et pour qu'il y ait une commission d'enquête, il faut un projet de résolution. Bon, je vais prendre 2 petites secondes pour expliquer. Il faut faire un projet de résolution qui est signé par 15 députés au minimum. Les députés de l'opposition font 14. Donc, le projet de résolution, déjà, il est difficile à établir. Maintenant, quand vous faites le projet de résolution, il doit être validé par la majorité de l'Assemblée nationale. 14 sur 91, on est très loin de la majorité. Parce que la majorité fait 46, on est très loin, même si c'est une majorité relative. Donc, il faut d'abord que l'Assemblée nationale décide de créer une commission d'enquête avant que cette commission-là ne quitte fort du pouvoir de l'Assemblée nationale pour aller faire une commission d'enquête et faire des projets de résolution, et non, de recommandations plutôt au gouvernement. Voilà. Souvent, c'est loin. Et après, on se rend compte aujourd'hui que parfois même, avec le pouvoir des réseaux sociaux aussi, il faut le reconnaître, parfois on arrive à faire nos propres commissions d'enquête et qui ont des résultats. Qui ont des résultats. Donc voilà, ça, je pense que c'est en train d'être résolu. Ils nous ont écoutés, ils ont dit qu'ils vont continuer à faire les efforts, donc c'est bien. Ce n'est pas nous seuls qui... Avant, il y a beaucoup de personnes qui ont mis la main à la pâte, mais c'est bien quand même que ça commence à être résolu. C'est ça. Bien, merci. Autre préoccupation, ce sont ces déguerpissements des trottoirs de la ville de Lomé avec cette passe d'armes entre vous et le maire du Golfe. Qui m'aime bien, qui m'aime beaucoup. Bien sûr, puisque ce matin encore, il a dû réagir à votre intervention à propos de la manière vous avez pas bien apprécié sa méthode de dégager les voies. Parce qu'en réalité, est-ce qu'il a tort ou il a raison? Sur le fond, si quelqu'un occupe illégalement un espace public, il ne doit pas y être. Sur le fond, attendez, je l'ai dit tout à l'heure, je suis républicain.
je suis aujourd'hui député. Même s'il y a des lois qui ont été votées avant moi, ce sont des lois de la République. Voilà. Donc, sur le fond, personne n'est opposé à l'idée de faire partie des gens qui occupent illégalement un espace public. Mais il y a 3 points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec le maire Agboka, que je ne serai jamais d'accord avec lui. Premièrement, c'est que nous sommes dans une situation d'état d'urgence. Et c'est parce que l'État sait que nous sommes en situation d'état d'urgence qu'on a supprimé les frais de scolarité cette année pour apaiser, pour soulager les foyers. C'est pour ça qu'on a même supprimé aussi les frais d'électricité pour un mois. Donc, ça veut dire que l'État même sait que c'est difficile. Donc, on ne peut pas, au moment où on est en train de dire, OK, c'est difficile pour tout le monde, mais allez dégager les gens comme ça. Première chose. La deuxième chose... Il fallait le faire un jour, il fallait un début. Non, c'est pour ça je n'en reviens pas, je viens à la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que quand on veut embellir une ville, Lomé ne se résume pas à Golfe 5. Lomé, c'est le Grand Lomé, c'est 13 communes. Donc, si on veut faire une opération, il faut qu'elle se fasse dans ce que nous on appelait dans la loi portant décentralisation, l'intercommunalité. Parce que si vous êtes 13 communes, et que vous seul vous embellissez votre commune, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire que bon, il va falloir que les gens ne sautent pas parachute pour descendre dans votre commune pour se rendre compte. Non. Donc, il y a des décisions qui doivent être prises dans le cadre de l'intercommunalité. Et Dieu merci, on a même aujourd'hui une agence qui initialement était sur Lomé, mais maintenant qui peut intervenir ailleurs, c'est la NASA. Oui. OK? Donc, il faut qu'il y ait une concertation au niveau de l'intercommunalité. Et puis, nous avons même un organe qui est au-delà des communes, qui est aujourd'hui le Grand Lomé, le district du Grand Lomé. Donc, il y a des choses que vous voulez faire, vous devez être dans la concertation avec les autres. Parce que si vous embellissez votre ville et que les autres ne l'embellissent pas, ça ne sert à rien. Et à ce que je sache, les trottoirs, s'ils sont encombrés, ils ne sont pas encombrés uniquement. C'est-à-dire que tous ceux qui encombrent les trottoirs ne sont pas réunis uniquement pour être dans une seule commune. Deuxième chose. La troisième chose, il y a la manière. La méthode. Il y a la méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez décider de déplacer les baraques des gens et aller les stocker quelque part en disant « venez prendre vos baraques ». Mais vous ne venez pas casser. Vous savez, un conteneur, ça coûte un demi-conteneur construit, ça fait entre 400 et 500 000. Les gens font des prêts pour pouvoir s'installer. Et sur les recoupements qu'on nous a donnés, c'est que ces personnes-là payaient même les taxes municipales. À la commune. Ben donc, voilà, c'est la manière. Quand on est un maire, on est le protecteur de ses concitoyens. Donc, même s'il y a des récalcitrants, on vient, on amène une grue, on ramasse les choses, et on va les mettre quelque part en disant, venez prendre vos choses. On ne vient pas détruire. Parce qu'une fois que c'est détruit, ce n'est pas récupérable. Donc, c'est pour ces 3 raisons-là que je suis contre les méthodes du maire Agboka. Je serai toujours contre. Et j'ai appris aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, mais vraiment là, beaucoup de plaisir, de délectation, que le ministre de la décentralisation a entendu mon cri et les cris de beaucoup de personnes et a intimé l'ordre à monsieur le maire Agboka de surseoir ces déguerpissements, afin que, peut-être dans un cadre plus global de l'intercommunalité ou bien du grand district de Lomé, qu'on trouve une solution à ce problème. Je rappelle quand même qu'en réalité, dans beaucoup de grandes villes, parce que j'ai entendu, il m'a dit, mais vous allez dans beaucoup de grandes villes. Moi, quand je vais à Paris, par exemple, je bois mon café et de temps en temps ma bière sur le trottoir, au niveau des terrasses, des bars. Et c'est de l'argent qui rentre au niveau de la commune. Il faut juste trouver un juste milieu entre l'encombrement éventuel et puis la possibilité pour les piétons de passer. Voilà, je pense que c'est très important. Sinon, après, l'économie qui est déjà assez difficile pour le secteur informel, mais comment les gens font? Je rappelle quand même que 90% des personnes qui sont engagées dans les activités économiques au Togo sont dans le secteur informel. Oui. Mais si on commence à casser leur activité, on fait comment? On parle des marchés. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, si on prend toutes les personnes qui ont installé leur petite baraque au bord des routes, on les envoie au marché, il y aura de la place dans les marchés? Pas les trouvez-vous? C'est ça. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faut trouver un juste milieu et il faut le faire avec la bonne manière. Sur le principe, vous êtes d'accord? Non, sur le principe, bien entendu, si vous vous occupez illégalement, mais bien sûr, qui va remettre ça en cause? Le trottoir, c'est pour ça qu'on l'appelle trottoir, on marche dessus. Mais maintenant, est-ce que si quelqu'un met sa petite table et qu'il a de la place pour passer et que la petite table qu'il a payée là, il paye les taxes pour ça, est-ce que ça n'a pas fait de l'éclairage public? Est-ce que ça n'a pas donné des moyens à la commune de mieux vivre? Bien sûr. On fait comme toutes les rues ne sont pas des rues de Moscou, quoi. C'est-à-dire que voilà où il n'y a personne et puis voilà. On a une situation aujourd'hui, il faut la gérer avec intelligence et avec surtout empathie. Moi, je pense que c'est très important. On ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'on veut sur le prétexte qu'on a l'autorité du maire.
D'accord. Alors, à la mi-septembre, comme à votre habitude, vous étiez dans votre fief dans l'Est Mono, parce qu'il y avait un problème là-bas. Il y a des drapeaux béninois qui étaient ici, vous étiez là, et je vous cite, pour réaffirmer l'autorité de l'État dans ce fief. Que s'est-il passé exactement? Bon, en réalité, au fait, c'est un matin, les habitants des cantons de Kamina et de Badin se sont réveillés, ont vu sur certains arbres un drapeau béninois accroché avec, dans certains endroits, un courrier, un très long courrier où j'étais même cité d'ailleurs comme étant un allogène, une personne étrangère à la préfecture. Et on en rigole, mais quand même c'est un fait grave. C'est ça. Parce que même si nous avons hérité nos frontières de la période coloniale, aujourd'hui ça fait partie de notre identité nationale. Nous avons des frontières. On parle de l'intangibilité des frontières. Voilà, que nous devons défendre. Et prendre le drapeau d'un autre pays et venir mettre dans un autre pays, normalement c'est passible de toute façon de peine judiciaire. Donc voilà, je suis allé. La première chose que je voulais savoir, donc c'était évident, n'est-ce pas, qu'il y a ces drapeaux qui ont été ici? Oui, non, les drapeaux étaient ici. Donc la première chose, c'est que moi j'ai voulu rencontrer les personnes qui ont fait ça pour les comprendre. Parce que d'abord l'acte est vraiment grave. Oui, justement. Se sont montrés. Malheureusement, cette personne ne revendique. Et ça, c'est ça qui est choquant. C'est-à-dire que, vous savez, en Milan, on dit on ton ababina. C'est-à-dire que si tu dis oui, tu lèves la main et puis tu dis oui. Tu assumes. Donc ce qui est un peu gênant, c'est que personne, on a cherché difficilement, on a dit, écoutez, le député là, il voudrait rencontrer les personnes, personne n'est venu. Donc ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris des drapeaux togolais, que j'ai remis aux deux chefs cantons, en disant chaque fois que vous avez quelqu'un qui essaie de mettre nos travaux, allez ici à la place notre drapeau, pour réaffirmer notre souveraineté sur ce territoire. Je pense que c'est très important. On a des problèmes au Togo, on en a beaucoup. On a des problèmes de SMIC et de tout ça. Oui. Mais il n'en reste pas moins que dans notre misère, dans nos problèmes, on doit avoir une certaine fierté d'appartenir à cette communauté nationale. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé offrir ce drapeau-là. Et depuis, on n'en a plus parlé. J'espère que mon action a contribué, au même titre que les autres actions que d'autres personnes ont menées, à ramener un peu de sérénité. Au même moment, Dieu merci même d'ailleurs, 2 semaines avant que l'incident ne passe, j'avais publié une vidéo qui montrait l'état des ponts. Et dans ces régions-là, quand il y a 2 grosses pluies qui tombent, c'est fini, les gens ne peuvent plus... Oui, justement, est-ce que ce n'est pas l'état de la situation, la précarité, la misère qui prévaut dans ce Mais c'est une précarité qui est partagée dans, peut-être on va dire, dans quasiment les 3/4 des préfectures de l'intérieur du pays. Même aujourd'hui, nous ne parlons même pas loin, allez à Ségbé. La route de Ségbé, quand vous avez fini de la parcourir, vous allez prendre Tramadol. Pour supporter la douleur. Pour supporter la douleur. Non, mais là, nous ne sommes pas loin, nous sommes à Lomé. C'est-à-dire que là, Lomé, aujourd'hui, si vous habitez Ségbé, si vous n'avez pas d'hélicoptère, vous avez des problèmes. Donc, imaginez l'état des routes à l'intérieur du pays. C'est pour ça qu'on dit qu'on a énormément de problèmes. Ce n'est pas des problèmes. Mais pour autant, je pense que c'est comme la dernière fois, on parlait de la situation des soignants. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a des problèmes. Pour autant, on a quand même, je pense, des principes qui sont intangibles, qu'on doit toujours protéger. C'est-à-dire que les frontières sont... font partie de notre souveraineté, elle ne doit pas être violée, et elle ne doit pas être violée par nous-mêmes. Moi, j'ai lu un journal béninois qui se moquait de nous, on dit, il y a des Togolais qui veulent venir au Bénin. Vous imaginez quoi? C'est-à-dire que ça fait un peu mal d'entendre qu'il y a des Togolais qui veulent rejoindre le Bénin. Maintenant, si quelqu'un veut aller s'installer au Bénin, mais libre à lui. Il prend ses affaires, il va s'installer au Bénin. Mais bon, voilà. Ça fait 2 fois que ce genre de truc arrive. C'était déjà arrivé à Badou. Oui. Je pense que ce n'est pas très intéressant. Voilà. D'accord. Donc la situation est revenue à la normale. Pour le moment, on n'a plus de ce cas-là. J'espère que ça va durer. Vous y avez fait juste tout à l'heure, puisque nous sommes toujours dans le fait social, avec ce qu'on peut appeler maintenant, on est la guette, cette jeune femme qui a perdu la vie en voulant donner la vie. Ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. En accouchement, en plein accouchement, et on a beaucoup parlé de la négligence de nos sages-femmes, de nos aides-soignants, du corps médical. Et qu'en dites-vous sur cette idée? Non, la première chose, c'est que il faut dire que le cas, et je présente une fois encore mes condoléances à la famille et aux proches de cette dame, que le cas de cette dame a donné lieu à un buzz pour mettre en relief un phénomène qui est courant et qui est devenu complètement banal dans nos centres de santé. Aujourd'hui, quand vous allez, même au CHU ici, aux urgences, si vous avez un accident, votre tête est ouverte, si vous n'avez pas l'argent, on vous laisse là-bas. On ne vous touche pas. Oui. Et c'est-à-dire que le nombre de personnes qui meurent dans nos centres de santé d'hôpitaux, faute de soins, parce que la personne n'a pas de l'argent,
Mais je pense qu'on peut en dénombrer, je n'ai pas les statistiques exactes, mais au moins par jour, on doit avoir peut-être 2 personnes. Parce que les statistiques aujourd'hui nous disent qu'en ce qui concerne les femmes qui accouchent, on a 2 femmes qui meurent par jour de complications liées à l'accouchement au Togo. Bon, maintenant, c'est les statistiques. Peut-être il y a des jours on a 6 femmes, il y a des jours on a 0. Donc, c'est dire que c'est un phénomène qui est devenu tellement banal que les gens meurent à l'hôpital faute de négligence, qu'on n'en parle pas. Je ne veux pas dire tout heureux, mais le buzz créé par ce décès malheureux a permis de relever un problème. Maintenant, j'espère que j'entends, il y a le Premier ministre hier qui a signé une convention avec la Banque mondiale pour le secteur de santé. On parle de 200 nouveaux centres de santé, on parle de 300 centres de santé renouvelés. J'espère qu'on ne va pas le faire dans 10 ans, parce que vous savez, il y a beaucoup de projets dans ce truc-là. Voilà. Donc aujourd'hui, j'espère que cet état de choses va faire prendre conscience à nos autorités, mais aussi à nos personnels soignants. Excusez-moi du peu, je sais qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Ça, il faut le connaître. Aujourd'hui, on a 12 000 personnes du corps médical pour 8 millions de personnes. Là où, s'il fallait vraiment, on devait avoir au moins 30 000. Donc ça veut dire que dans beaucoup de cas, ils sont débordés. Je suis d'accord. Et là, je ne peux pas, je serais ingrat et irresponsable en tant que député de dire oui, les gens ne font pas. Mais c'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient à l'hôpital, c'est qu'il est dans une situation de détresse. Et nous devons aujourd'hui supplier nos soignants de dire mais faites un effort accru. Parce que quand on est malade, on regarde le médecin comme un dieu. Voilà, absolument. Et donc du coup, on ne comprend même pas la faiblesse du médecin. Personne ne le comprend. Oui. Donc voilà, non, tu ne peux pas comprendre. C'est que voilà, le médecin devient dieu quand on est malade. Donc on va leur dire faites des efforts. Parce que vous savez, il y a une sorte de banalisation de la souffrance. Quand on va dans nos hôpitaux. C'est-à-dire que quand tu te plains du haut, toi là tu te plains trop, tu aurais d'ouvrir, tu fais le petit. Comme si je suis habitué à ça. Voilà, ou bien même quand quelqu'un, la personne en mourir, on te dit, mais ici, nous on a les gens qui meurent ici tous les jours. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que on a l'impression que les gens se sont tellement endurcis que ça ne leur dit plus rien. Et je crois, la dernière fois j'ai fait une émission avec des médecins, il faut peut-être avoir une formation en communication sociale. Dans les hôpitaux. Il faut faire une mise à niveau. Voilà, aujourd'hui, on cite le cas de la Poste où aujourd'hui, quand vous allez à la Poste, on vous accueille très bien. Oui. Mais c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Alors que Togo Télécom, des jeux alors qu'ils ont plus d'argent que la Poste. Donc il faut faire un travail là-bas. Il faut qu'il y ait des psychologues dans les hôpitaux. Pour accompagner les gens. Parce que quand vous avez une journée, vous prenez une jeune malade qui vient de quitter sa formation qui arrive, et dans la journée qui voit 10 personnes mourir, d'abord, c'est un drame dans la tête. C'est un drame dans sa tête. Et puis, s'il n'y a pas un psychologue pour prendre ça en charge, après, on s'enferme. Et donc, on ne vit plus la souffrance des gens. Des autres, Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'hôpital. Alors que quand vous allez, il y a quelque chose, on dit, oh, toi tu cries trop là, c'est quoi même? On a vu pire que ça. Oui. Alors que quand vous allez chez les Blancs, mais même pour vous piquer, même, on vous donne même une sucette pour que vous sucez. C'est-à-dire qu'on vous parle tellement gentiment que même la piqûre ne fait plus mal. Alors que ici, même, vous commencez à sentir le mal avant que la piqûre arrive. tellement, toi, tu te dégages là-bas, c'est quoi même? Toi, on veut te piquer ici, tu cries comme ça, c'est quoi? Et même d'ailleurs, vous entendez que même s'il ne veut pas, il faut le laisser là-bas, non? C'est pas possible. Donc, il y a un travail qu'il faut faire en amont. C'est vrai que l'équipement ne va pas. Vous avez, jusqu'à ce jour, nos centres de santé n'ont pas de scanner. Un scanner, c'est 90 000 francs. Ça fait 3 fois le SMIC. Et quand vous arrivez quelque part, on doit faire un scanner, il faut aller dans des cliniques privées. Et nous savons qu'on a eu 10 milliards dans ce pays. Et maintenant, là, on prend des longues vues, on cherche l'argent là, on trouve pas. Un contre-échange. Donc voilà, c'est des choses que nous soulevons. Et je pense que c'est bien comme ça qu'aujourd'hui, l'avantage que nous avons à être à l'Assemblée nationale et à être une voie alternative, nous puissions soulever ces problèmes, mais ce n'est pas toujours dans le cadre de faire du bruit. C'est dans le cadre d'interpeller. Et nous avons souvent ce plaisir-là de voir que ces interpellations-là ne sont pas vaines. Parce que plus on en parle, plus ça porte des fruits. Ce n'est pas à la hauteur de ce que nous aurions souhaité, mais ça porte quand même des fruits. Un contre-échange, nouveau numéro, nous parlons de faits d'actualité de notre pays. M. Djerry Tama, député
à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire NET PDP, est mon invité. C'est avec lui que nous discutons de ces questions. Autre préoccupation honorable, ce sont ces élections régionales qui se profilent à l'horizon. Surtout, Bavion l'annonce pour le compte de 2021. Est-ce que ça 22 plutôt carrément. Alors, est-ce que vous en avez une idée de la date de 2022? Et les préparatifs sont en cours et à la sortie de la concertation entre les forces politiques, il y a encore eu des problèmes là-bas. Est-ce que le consensus tant souhaité a été dégagé pour des élections régionales apaisées, comme toujours on l'a souhaité? Au Togo, on ne peut pas avoir de consensus politique. Parce qu'un consensus politique voudrait dire qu'il y a une partie de certains politiciens qui vont mourir. Donc non, on ne peut pas. Que moi, vous savez, j'ai fait tous les regroupements politiques de 2012 à 2014. Arc-en-ciel, CAP 2015, conclave de l'opposition. Et j'ai compris que de toute façon, cette histoire de consensus, c'est un faux problème. Parce que chaque fois que vous retrouvez quelque part, chacun tire le trace sur lui. Et donc, quand vous parlez de consensus sur le domaine, je vais intervenir, mais après avoir parlé des régionales. Normalement, aux sorties du CNAP, c'était dit qu'on va modifier le code électoral. Ça a été fait le 1er octobre dernier. Et puis, après la modification du code électoral, on ferait bien entendu on mettra en place la CENI et fera les élections régionales. Vous savez, entre la mise en place de la CENI et une élection qui passe par un recensement, ça fait 9 mois minimum. Donc ça veut dire que là, on a fini le code électoral, on attend que le gouvernement donne le OK pour qu'on commence à lancer le processus, parce que c'est l'Assemblée nationale qui élit les membres de la CENI. Donc on attend qu'on ait le OK pour mettre en place la CENI. Une fois que la CENI est mise en place, aujourd'hui, on peut estimer que ça va certainement être dans le deuxième semestre de 2022 par rapport au retard accumulé. Mais au même moment, du moment où on a dit qu'on va le faire en 2022, il n'y a plus rien qui presse. C'est ça. Voilà. Et puis, sachant aussi que aujourd'hui, vous savez, quand on parle des élections régionales, il faudra m'inviter une autre fois pour que je fasse de la pédagogie. C'est ça. Sur les élections régionales. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Voilà. Il y a eu des élections locales, municipales. Municipales, on sait que c'est les élections des maires. C'est ça. Maintenant, régional, c'est encore quoi? C'est ça aussi. Bon, je vais prendre 3 minutes pour expliquer ça rapidement. Les élections régionales, c'est aussi des élections décentralisées, territoriales. Au fait, au Togo, initialement, on avait 3 niveaux de décentralisation. La commune, au-dessus de la commune, il y a la préfecture. Après la préfecture, il y a la région. On a supprimé la préfecture parce que ça faisait trop. Donc aujourd'hui, les élections régionales vont mettre en place des régions comme entité territoriale, au même titre que les municipales ont les communes comme entité territoriale. Et ces entités-là vont connaître de tous les sujets qui dépassent. Au départ, c'est uniquement la préfecture, mais maintenant, ça va être qui dépasse la commune. Par exemple, la gestion des CHR, la gestion des lycées, la gestion de tout ce qui... des routes nationales, par exemple, ainsi de suite, des routes préfectorales. Donc tout ce qui dépasse le seul ressort de la commune va être géré par la région. Voilà, donc il y a un conseil régional qui est mis en place et qui rassemble des conseillers régionaux qui, pour les élections vont être élus dans les préfectures, au lieu d'être élus au niveau de la région. Et cette région-là va siéger et qui va travailler exactement comme un conseil municipal. Mais c'est les conseils régionaux là aussi qui vont élire les sénateurs. Et c'est les sénateurs qui vont élire les 2 membres de la Cour constitutionnelle qui restent encore à mettre. Donc, c'est des élections qui sont importantes, qui vont renforcer la décentralisation et j'espère qu'on va les faire assez rapidement. C'est ça. Et donc, on parlait de ces élections régionales qui se profilent à la région pour courant janvier 2022. Et justement, quelles sont ces forces maintenant en présence pour capter encore l'attention de l'électorat? Parce que on sait qu'au Togo, habituellement, c'est en cette période électorale qu'on vous sent, vous, les hommes politiques. Ah non, nous pas. Vous savez, nous, depuis que nous sommes entrés à l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'avant, on nous sentait comme période électorale. Depuis que nous sommes entrés à l'Assemblée nationale, nous avons compris que la vocation d'un parti politique n'est pas exclusivement la captation du pouvoir. Un parti politique doit être un creuset où les gens se retrouvent. Ça doit être un ensemble où les gens se rassemblent autour de certaines valeurs. Les valeurs d'humanité, les valeurs de solidarité. Et c'est ce que nous avons démontré, par exemple... Les valeurs du civisme. Du civisme, oui. Voilà. C'est ce que nous avons démontré l'année dernière, pendant toute la période concernant la Covid, où nous avons montré qu'un parti politique ne se limite pas qu'à créer des conditions électorales. Vous savez, nous avions transformé notre siège en un atelier de couture. On avait près d'une dizaine de machines qui faisaient des masques parce que justement nous pensons que c'est le rôle qu'un parti politique doit jouer. Bon, maintenant pour venir sur les forces en présence, les forces en présence la plupart du temps on les prend sur les dernières élections.
Ben, si on veut prendre les élections législatives et présidentielles de 2020, de 2020, ça veut dire qu'aujourd'hui, la première force politique du Togo, ça va s'unir. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la DMK. Et après viennent donc nos amis de l'ANC. Maintenant, si on veut prendre les élections locales de 2019, où il n'y a pas de DMK, bien entendu, donc on peut considérer que la première force politique, c'est l'ANC de l'opposition. Après vient l'UFC, parce que je rappelle que le deuxième parti qui a eu le plus grand nombre de conseillers après l'ANC, c'est l'UFC. Et quand je le dis, parfois les gens nous regardent, mais après l'UFC, c'est nous, le net. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez prendre sur la base des élections locales où toutes les formations politiques ont été, donc les partis sur lesquels il faudra compter en 2022 pour les élections, régionales. Il faut donc compter sur l'ANC, il faut compter au niveau des partis, il faut compter sur l'UFC, il faut compter sur le net, il faut compter sur les partis comme l'ADI, la CDPA, mais c'est extrêmement difficile par rapport à ces partis-là puisqu'ils sont allés ensemble. C'est ça. Donc quand vous allez ensemble, ce n'est pas le nombre de conseillers que vous avez qui compte, parce que je connais beaucoup de formations qui font du trompisme. C'est-à-dire que vous êtes là ensemble, ils vous disent que nous on sait qu'on est fort, donc on va prendre. Et donc du coup, les gens finissent par prendre parce que les autres partis ont des leaders qui disent bon, c'est pas grave si vous le prenez. Et on finit par se retrouver avec des partis qui en ont beaucoup, parce qu'ils sont gourmands lors du choix, mais non pas parce qu'ils sont forts sur le terrain. Parce que je vous rappelle ici, je ne vais pas dire le nom de ce parti, mais en 2014, il y a un parti qui nous a dit, on avait 14 voix et 14 places de CELI à partager. Ils nous ont donné 1. Et il a pris 12, non 11, en disant que ben, vous n'avez rien. On a fait des élections, on les a battus dans beaucoup d'endroits. C'est ça. Donc du coup, aujourd'hui, je pense que les forces en présence, on ne peut pas, même si malheureusement ils ont fait 4% lors des élections dernières, on ne peut pas ignorer aujourd'hui que l'ANC est un grand parti. Mais aussi, il faut tenir compte de ceux qui montent. Eux, nous sommes partis de ceux qui montent. C'est ça. Nous, on dit... Et c'est pour ça que vous ne supportez pas qu'on vous classe comme parti affilié au régime en place. Non, ça, quand quelqu'un dit ça, je le rentre dedans proprement. Parce que aujourd'hui, prenez ne serait-ce que cette première session. Le net, en ma personne, a fait 11 interpellations. Aujourd'hui, nous avons sur le bureau de l'Assemblée nationale 3 propositions de loi. Donnez-moi le... À votre initiative. À notre initiative. Nous avons une proposition de loi concernant le bail domestique. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup de ceux qui nous suivent et qui sont dans les grandes villes. Vous êtes plus... Il y a plus de locataires que de propriétaires. Aujourd'hui, un propriétaire, je n'ai rien contre ceux qui construisent. Bien entendu, ils mettent leurs économies dedans. Mais on ne peut pas se permettre aujourd'hui de multiplier par 2, par 3 son loyer sans qu'il y ait une base juridique là-dessus. On ne peut pas se permettre de dire 12 mois d'avance sans qu'il y ait une base dessus. Parce que, encore une fois, la loi vise le plus grand nombre. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous avons une proposition de loi qui est sur la télé en disant il faut faire en sorte que le nombre de mois de caution ne dépasse pas 3. 3. Et avant cela, on oublie. C'est ça. Voilà. Il faut faire en sorte que le coût du bail à l'année soit équivalent à 16% du prix de la valeur vénale du bâtiment. Donc, il y a une évaluation de combien votre bâtiment vaut et votre bail à l'année doit représenter 16%. Mais dites-moi, est-ce que vous avez jamais entendu ces gens-là faire des propositions qui vont dans le sens de l'amélioration de vie de nos concitoyens? Tout à l'heure, on parlait des questions qui fâchent concernant le vaccin. Mais combien de fois l'Assemblée nationale n'a pas été vent debout? Nous, on ne quitte pas la table. C'est ça la différence. C'est ça. Nous, on est là. Quand un texte arrive, là, on va voir les experts. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on comprend. C'est ça. Tout à fait. Donc, vous avez besoin de conseillers, de techniciens spécialisés. Moi-même, ces conseils-là devaient être payés par l'Assemblée, mais bon, on dit qu'on n'a pas l'argent. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas monté l'argent. On doit avoir, nous, par exemple, chaque groupe parlementaire doit avoir des conseillers, des assistants sur les questions de droit, sur les questions économiques. Regardez. On va avoir le budget là, ça va venir dans un truc, ça fait comme la Bible. Il y a des abréviations là, même tu ne sais pas que ça existait. C'est des thèmes techniques. Des thèmes techniques, comme tu vois ça, tu dis, hey, c'est quel quoi encore ça? D'où un niveau élevé du député en principe, oui. Moi, aujourd'hui, j'ai tout heureux que j'ai un master en droit qui me permet de mieux comprendre les textes qui sont majoritairement juridiques qui arrivent. Et ce n'est pas écrit que quand vous devez être député, il faut avoir un master en droit. Non. Donc, aujourd'hui, quand un texte arrive, on va voir les experts. Parfois, on paye un peu, parfois, c'est carburant, mais on est obligé de donner. Pour qu'on nous explique la chose et pour qu'on nous dise bon, où est-ce que vous pouvez attaquer. Et nous, on écrit, on attend. Quand on arrive en commission, là, on attaque. Et ce que je dois reconnaître, c'est qu'avec ce gouvernement, quand l'attaque est honnête, pertinente,
compréhensible, ils acceptent. Moi, je suis à la commission des lois, je peux vous dire que depuis que je suis là, ça fait bientôt 3 ans, il n'y a pas eu un seul texte qui soit arrivé et qui soit reparti à l'identique. Jamais. Il y a toujours des modifications. Il y a toujours des amendements et tout heureux que les ministres aussi sont ouverts. Et vous faites le truc, ils disent ok, on va le réfléchir, ils vont se concerter, ils disent oui, parce que vous dites, vous avez raison, on va changer. Et parfois, on change des choses même qui sont d'un ordre national. Vous savez, quand on a voulu faire la modification de la Constitution, il y avait des gens qui ont proposé qu'on fasse le mandat de 7 ans. Ah bon? Bah oui, on a été vent debout. Ça n'a pas eu lieu. Donc quand quelqu'un aujourd'hui se lève pour dire que oui, nous sommes du système, mais moi ça me fait mal. Parce que arrêtez un peu, on peut, si on n'est pas avec vous, ça ne veut pas dire qu'on est avec les autres. Nous on a toujours assumé notre indépendance. Et quand je pense quand même que on a marché avec certaines personnes, on a pris les gaz lacrymogènes ensemble. Et aujourd'hui, sous le prétexte que nous, on a fait des choix qu'ils ont fait après. Parce que les gens ont refusé d'aller aux élections législatives en 2018 et ils sont allés aux élections locales. Alors que rien n'avait changé. Ni la CENI, ni les tests, rien n'avait changé. Donc, quels sont ceux qui sont pour le système? Mais maintenant qu'on a envie de dire ça, il y a une chose que j'attends. Quand l'Assemblée nationale va décider qu'il faut envoyer les candidatures, puisqu'on dit que nous sommes une Assemblée nationale monocolore, acquise à unir. C'est là où on va voir si les gens vont envoyer les candidatures ou non. Parce que si vous considérez que l'Assemblée nationale... de la CENI, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est l'Assemblée nationale qui élit les gens. Et ça, c'était la même chose quand ils étaient là-bas, donc ils ne vont pas changer ça. Donc si on considère que nous sommes une CENI et une Assemblée nationale monocolore acquise à unir, on n'envoie pas de candidature. Parce qu'on ne peut pas envoyer une candidature à une Assemblée nationale monocolore qui va élire vos représentants qui seront à l'Assemblée nationale. Donc ça, moi, je ne dis rien, j'attends. Mais comme vous savez que ma bouche ne reste pas tranquille, quand les listes vont venir, je vais regarder s'il y a les noms de certaines personnes, je viendrai ici dire ça. C'est ça. Alors, le problème, c'est la composition de la CENI. Et pendant longtemps, il y a cette question de CENI technique, de CENI politique, et le problème continue toujours. Comment solder ce contentieux, une fois de bon, pour évoluer? On ne peut pas le solder au Togo avec la mauvaise foi qu'on a. Pourquoi? Au Togo... Mauvaise foi de la part de qui? De nous tous. Au Togo, c'est binaire. C'est to be or not to be. Si tu n'es pas avec l'opposition, tu es avec le parti au pouvoir. Si tu n'es pas avec le parti au pouvoir, tu es de l'opposition. Donc, comment vous faites pour mettre en place une scène technique? Si vous faites une scène technique, tous les fonctionnaires, on va dire qu'ils sont de l'unir. Tous ceux qui disent qu'ils sont neutres, on va dire qu'ils sont de l'opposition. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au Togo, on a étiqueté tout le monde. Donc, comment vous faites pour faire une scène technique dans un pays où on met une étiquette à la tête de tout le monde? Donc oui, pour le moment, la CENI politique, c'est le moindre mal. Sinon, l'idéal, le Ghanéen arrive à faire des CENI techniques. Et je rappelle toujours que les élections de 93, oui, où l'opposition a gagné, parce que le CAR et l'UTD avaient plus de députés que le RPT, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui a organisé ces élections-là. Donc si on regarde sur le fond, même une CENI, même qui est dirigée par un membre du gouvernement, n'a pas forcément une CENI partielle. Mais on a tellement des préjugés les uns sur les autres au Togo. Mais c'est aussi la force de la capacité de ces personnalités qui animent la CENI. Mais la preuve, c'est qu'on dit tout le temps qu'on a une CENI politique, mais c'est une qui gagne toujours. Donc ça veut dire que ça ne marche pas quelque part. Ou bien si ça marche, ça veut dire que nous, l'opposition, on n'est pas dans la bonne dynamique. C'est ça. Donc voilà, c'est-à-dire que vous savez, toutes les fois on a une CENI politique, et on a donc dans chaque bureau de vote des représentants des partis de l'opposition. Mais depuis plus de 15 ans, on n'a jamais réussi à prouver comment est-ce que les fraudes se font. Ça veut dire que le système ne marche pas. Parce que normalement, si on a dans tous les bureaux de vote nos représentants qui prennent les bulletins, on devrait avoir à l'échelle du pays, au niveau de chaque candidat, mais les vrais PV. Et on pourrait, en ce moment-là, parce que pour faire une feuille de calcul Excel et remplir nos résultats, c'est facile, en 3 heures, on peut le faire. On devrait pouvoir, quand on conteste les élections, de dire oui, mais voilà les vrais résultats. On n'a jamais réussi à le faire. Donc ça veut dire que la CENI a un problème. Le problème, c'est que c'est nous-mêmes au niveau des partis de l'opposition qui ne sont pas encore suffisamment forts. Moi, j'ai fait des élections en 2015, en 2018 et 2019. Je ne peux pas vous dire que j'ai toujours été en mesure de mettre dans tous les bureaux de vote des délégués. Des représentants. Voilà. Et comme vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas reprendre qu'à vous-même. Et moi, depuis que c'est la CENI, que ce soit en 2018, en 2019 et 2020, j'ai supervisé des élections. Je peux vous dire que beaucoup de partis de l'opposition n'arrivent pas à mettre leurs représentants dans les bureaux de vote. Après, pour contester, c'est difficile.
C'est ça. Voilà. Et finalement, quelles sont les avancées qui ont été réalisées en la matière pour qu'il y ait un mieux-être, une meilleure organisation pour les élections régionales, ou bien c'est toujours du déjà vu comme certains le pensent? En fait, plus de traçabilité, plus de transparence, parce qu'aujourd'hui, autrefois, les candidats n'avaient pas accès aux fiches de dépouillement dans les CELI. Donc, du coup, quand vous avez vos résultats, vous ne pouvez pas les comparer. Là, c'est réglé. On a l'affaire de la double authentification des bulletins qui a été réglée. Oui. On a l'affaire de la pénalisation des infractions au code électoral. Autrefois, ça n'existait pas. Quelqu'un qui boule les yeux, on l'attrape, on écrit yo, 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 et puis c'est fini. Maintenant, il y a une pénalisation. Donc, ça veut dire qu'on a transposé les peines du code pénal dans le code électoral. Et ça, c'est une avancée énorme. Qui serait effectivement appliqué. C'est les tests. On verra. Donc, je pense que ça, ce sont des avancées qui sont très importantes. Et on va les mettre en test pendant les élections régionales. On a même dit pour les élections régionales, parce qu'au fait, aujourd'hui, on a le bulletin de vote qui est biométrique, mais il n'est biométrique que de nom. Donc, on a dit qu'on va essayer, dans certains bureaux de vote, expérimenter les tablettes. C'est ça. Parce que si c'est uniquement ton visage, quand on regarde, on n'a pas besoin de biométrique. C'est-à-dire que quand tu viens, tu prends dans ta carte, on regarde ton visage. Biométrique, elle ne cherche pas dedans. Donc ça ne sert à rien. Donc, mettre en place un système qui fasse que quand vous venez, vous mettez le doigt, c'est l'appareil qui reconnaît que c'est vous, votre photo sort. Bon, voilà. Donc ça fait partie des choses qu'on va expérimenter, on verra. D'accord. Alors, je voudrais quand même qu'on aborde un dernier volet de notre discussion, sortir un peu de notre pays, le Togo, en visitant le continent africain, avec ce sommet de Montpellier, qui a aussi fait beaucoup jaser, où Macron a reçu des jeunes directement de la diaspora, de la société civile, et dans un autre format. Avant, on sait que ces sommets France-Afrique ou Afrique-France, c'était nos chefs d'État qui sont là. Alors, comment avez-vous trouvé ce format? Est-ce que c'est prometteur? Mise en scène. C'est une belle mise en scène. On a les élections qui se profilent. Vous aussi, vous croyez à cela? Oui. Mais la société civile est très faible en Afrique. Ils ont la vérité. Prenez le Togo, la société civile arrive à faire changer quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plus efficaces que la société civile. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, si vous avez un bon buzz, que vous l'introduisez mieux sur les réseaux sociaux, ça fait plus d'effet que la société civile. Avec ces dégâts aussi, oui, mais non, je veux dire, c'est que aujourd'hui, vous pouvez atteindre plus facilement des décideurs à travers les réseaux sociaux qu'à travers la société civile. Donc, moi, j'ai regardé les jeunes, c'est bien, j'ai admiré leur fougue. Mais quand ils reviennent dans leur pays, ça ne change pas. C'est ça. Qu'on le veut ou non, on travaille avec l'exécutif. Et une fois que ce sommet-là est fini, les accords, les relations bilatérales vont continuer, bien entendu, leur jeu. Les chefs d'État étaient en train de s'y frotter le champagne en disant, regardez, puis c'est fini. Non, c'est une mise en scène. À mon sens, c'est pour montrer quand même que, comme les gens accusent le président français régulièrement de même mise sur l'économie africaine, de proroger la France-Afrique, tout ça. C'était pour donner l'impression que, bon, on s'adresse à la société civile. Est-ce que vous voyez le président français en train de rencontrer la société civile française pour des décisions qui concernent l'avenir de la France? Il faudrait peut-être commencer par là. C'est-à-dire que faire un sommet, et Macron, société civile française, et dire, bon, quand on a fini, on rencontre la société civile africaine. Bon, c'est une mise en scène. Mais moi, je ne pense pas que ça change quelque chose. Ça a permis à une jeune Burkinabé de montrer qu'elle parle bien français. Très bien. Après, on a découvert qu'ils avaient plus ou moins préparé leur affaire. Bon, très bien aussi. De cette répétition. Voilà, ça a permis aux gens d'aller passer un bon week-end à Montpellier. C'est très bien. Mais je ne vois pas ce que ça a changé. Il n'y a rien à espérer. Non. Aujourd'hui, il faut préparer les jeunes politiciens. Moi, j'attends ce qu'un président comme Macron dise. Je demande aux partis politiques importants en Afrique de nous envoyer 3 jeunes, 4 jeunes, on va leur parler, pour les préparer à demain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous imaginez au Togo, j'ai 46 ans aujourd'hui, je parais comme le plus vieux politicien. Combien de jeunes politiciens vous voyez sur le terrain? Personne. Nous sommes dans une gérontocratie politique qui ne dit pas son nom, et les anciens là de 91, ils ne veulent pas lâcher le morceau. Donc aujourd'hui, il faut préparer la nouvelle génération, des jeunes qui veulent faire la politique, parce que de plus en plus, quand les gens voient des gens qui ont commencé la politique, quand ils étaient petits, ils voient qu'après la personne, même voiture là, il n'a plus, il finit sur moto. Il dit, mais moi, pourquoi moi j'allais perdre mon temps dans cette histoire-là? Donc les gens ont peur de la politique. Il faut préparer des jeunes générations à aller faire la politique, au lieu de dire que la société civile, ce n'est pas les gens qui ont vocation à faire la politique demain. Il faut rencontrer ceux qui veulent faire la politique demain, les inculquer de bonnes valeurs. Est-ce que cette promotion de jeunesse, n'est-ce pas, dans vos partis politiques? Nous, on le fait, vous savez, nous avons le plus jeune député de l'Assemblée nationale, il est rentré à l'Assemblée nationale à 28 ans. Après, lui, le plus jeune de l'Union avait 34 ans. Donc ça veut dire que nous, notre jeune, là, quand il va sortir
de l'Assemblée nationale, après 5 ans, ils n'ont pas encore l'âge du plus jeune de l'unir. C'est ça. Nous avons au moins 4 jeunes conseillers qui ont 26, 27 ans, dont on fait la promotion de la jeunesse. Ce n'est pas forcément le cas de tous les partis. Ce qui veut dire que bientôt aussi, Djeri Tama va préparer sa retraite politique, n'est-ce pas? Non, je vais la prendre. Et nous créer un autre parti comme Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Non, moi j'ai envie de... En fait, je pense que on ne quitte pas définitivement le parti, mais on quitte la tête du parti. C'est ça. Voilà. Le parti, je ne vais pas le quitter. Mais quitter la tête pour quitter le premier rôle et être une sorte de force morale derrière pour conseiller les autres, bien entendu. Vous savez, le vrai problème qui se pose dans nos pays, c'est que c'est le chef de parti qui fait les 98% du travail au niveau de son parti. Et vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de partis qui sont morts avec le retrait ou la disparition de leur président. C'est ça le vrai problème qu'on a dans nos pays. C'est-à-dire que c'est même parfois une malédiction d'être le fondateur de parti, parce que vous faites tout. Et tant qu'on ne prépare pas une vraie relève, ça pose un problème. Quand vous n'êtes plus là aujourd'hui, vous voyez, on n'entend même plus parler du CAR. On n'entend quasiment plus parler du CAR. Parce que son président n'est plus là. Je peux vous citer plein d'autres partis comme ça dont on n'entend plus parler parce que le président n'est plus là. Très bien. On revient ici encore sur le continent africain avec ces coups d'État qui sont fréquents ces derniers temps, le Mali, la Guinée, le Soudan actuellement, où vous êtes ancien officier de l'armée. Alors, que pensez-vous de vos camarades d'armes, de vos frères d'armes qui quittent les casernes pour vivre dans les palais présidentiels? C'est un recul de la démocratie et c'est un recul des élites en Afrique. C'est-à-dire qu'on a eu l'Afrique des coups d'État dans les années 60. Après les indépendances. Après les indépendances, bon, on ne comprenait pas, c'était un peu le cafouillage. Peut-être les acteurs politiques ne comprenaient pas encore et parfois les militaires sont sentis investis de ce rôle-là de mettre un peu de l'ordre. Mais qu'on me dise encore dans les années 2000, 2010, 2020, qu'on a une recrudescence des coups d'État en Afrique, ça veut dire que d'abord il y a un vrai échec des élites africaines et il y a un vrai recul de la démocratie. Parce que l'armée, tant qu'elle n'est pas assujettie au pouvoir... Alors les élites ont tenté de faire ce qu'elles peuvent faire, n'est-ce pas? Ont tenté mal. Prenez le cas de la Guinée. Vous avez quelqu'un qui est présenté comme le Messie. Alpha Condé. Alpha Condé, oui. Qui est présenté comme le Messie, que les gens comparaient à Mandela, ainsi de suite, et qui arrive au pouvoir et qui chante du tout au tout, qui devient un dictateur en puissance, qui modifie sa constitution, qui veut se maintenir. Parfois, on comprend un peu en disant, ben, à défaut d'une force alternative, parce que la plupart du temps, ces gens-là s'entourent d'armées ou bien de milices qui les défendent, on peut comprendre que l'armée intervienne, mais ça doit être de façon sporadique et c'est juste une sorte de coup de force et puis on se retire dans la foulée. C'est-à-dire que comme nos constitutions prévoient qu'en cas de vacance de pouvoir, on organise des élections dans les 90 jours, ben, on organise des élections dans les 90 jours. Mais pas prendre le pouvoir pour faire 1 année, 2 années, 3 années, et après enlever le costume et se représenter. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un recul de la démocratie, mais c'est aussi un recul, une faiblesse des élites en Afrique. On a montré qu'au fait, la démocratie n'est belle que quand on est au pouvoir. Quand on n'est pas au pouvoir, la démocratie n'est pas belle. C'est dommage, c'est un vrai recul. Je continue à dire que les militaires n'ont rien à faire en politique. D'accord. Le pouvoir, l'armée doit être assujettie au pouvoir civil. C'est pour ça que dans toutes les armées, le président est le chef suprême des armées. Mais quand les militaires rentrent en politique et deviennent même la norme, puisqu'ils rentrent, ils suspendent les institutions, ils refont des constitutions, mais ça pose un problème, la séparation. Donc moi, je suis contre. Mais bon, après maintenant, comme je vous ai dit, je suis pragmatique, je fais avec ce qui existe. Voilà. C'est ça. Et quelles leçons en tirer? Parce qu'en réalité, c'est comme si c'est la nouvelle école maintenant. Mais parce qu'en fait, au même moment, on s'est rendu compte que la CEDEAO, pas dans ce qui concerne l'Afrique, que la CEDEAO a des positions toujours alambiquées. C'est-à-dire qu'une situation, on n'a jamais condamné Alpha Condé quand il a fait un 3e mandat. On n'a jamais condamné. Maintenant, vous ne condamnez pas la personne quand la personne fait 3 mandats contre son peuple avec toutes les répressions qu'il y a eu. Et maintenant, quand quelqu'un vient pour dire je veux mettre un peu de l'ordre, vous dites non. Et si vous remarquez maintenant, les nouveaux putschistes là, ils ont compris que la CEDEAO n'a pas de force. Donc ils les regardent faire. Ils les regardent faire. Donc aujourd'hui, la leçon à tirer, c'est que j'ai l'impression qu'il y a même un axe qui se met en place, surtout en ce qui concerne le Mali et la Côte et la Guinée, que les gens ont compris que non, ben, écoutez, on fait ce qu'on veut. Vous allez faire quoi? Prenez acte et puis c'est tout. C'est ça. Donc c'est une nouvelle leçon. Et ce que je crains, c'est que ça contamine
d'autres pays. C'est-à-dire qu'autrefois, on disait, ouais, on bloque les actions, la BCA ferme. Et on s'est rendu compte que les gens, de toute façon, d'abord, les militaires n'ont pas besoin de beaucoup de jours pour vivre. Et que c'est la population que ça affecte. Quand on bloquait tous les comptes, vous cessez les paiements, c'est la population que ça affecte. Donc aujourd'hui, avec le Mali et de nouveau la Côte d'Ivoire, les militaires ont compris que non. Les moyens de pression qui existaient là, on dit on bloque vos avoirs, vous n'avez rien dehors. On n'a qu'à bloquer, c'est le vent qu'on bloque. On dit oui, on bloque vos avoirs à l'extérieur. Toi-même, tu n'as même pas 2 millions sur ton compte. Donc tu t'en fous. Donc voilà. C'est en train de créer une situation de jurisprudence, ça fait plutôt peur. C'est ça. Et autre aspect, rapidement, pour terminer avec cette tendance à changer de partenaire. Et on a vu au Mali, en Centrafrique, qui veulent se tourner désormais vers d'autres pays, la Russie par exemple. On parle de Wagner, il y a l'opération Barkhane. Alors, tout cela, qu'est-ce que ça prédit pour... Ça montre que les Africains n'ont pas été en mesure de régler leurs propres problèmes. Quand il y a plusieurs maîtres et tu quittes un maître pour un autre, tu n'as réglé aucun problème. Parce que les Russes ne viennent pas en Afrique pour nos beaux yeux. C'est ça. Ah oui, bah écoutez... ils ont aussi fait leur calcul. Ils ont aussi fait leur calcul. Personne ne fait des choses pour les beaux yeux. Donc, en réalité, quand j'entends les gens dire, ouais, bah, aujourd'hui les Français, ils ne sont pas mauvais, ils sont mauvais, on va changer les Russes, c'est la même chose. C'est renvoyer le voleur pour l'assassin, peut-être. Donc, moi, je pense que, je l'ai dit quelque part, je pense qu'aujourd'hui, le Mali étant souverain, il est temps que les gens quittent le Mali et le laisser gérer ses problèmes de sécurité comme le Nigeria le fait, comme le Niger le fait, comme le Cameroun le fait. Tout simplement, c'est mieux. Au lieu de chercher des... Ouais, vous avez une armée nationale, l'armée nationale se bat. Et puis la menace est toujours réelle. Oui, non, mais bon, je pense que le mieux, il faut que chacun parte et qu'on les laisse régler leurs problèmes. Je pense qu'ils vont mieux les régler même d'ailleurs. D'accord. Merci Yeri Tama pour ce tour d'horizon de l'actualité de chez nous. Un dernier mot vaccinez-vous. Ah d'accord, on n'en a pas parlé. Je pense que au-delà de tout ce qu'on pense, le vaccin protège des formes graves de la maladie. Donc vaccinons-nous et continuons à respecter les mesures barrières. Je saute là-dessus, avec la question du pass vaccinal qui doit être présenté dans certains lieux publics. Et cette sortie médiatique de la Cour constitutionnelle qui a donc interdit... Non, mais ils ont corrigé, ils ont envoyé un nouveau test qui a été validé. Donc voilà, aujourd'hui le pass vaccinal, il est obligatoire sur l'ensemble du pays pour l'accès aux bâtiments publics. Il n'est pas obligatoire pour le reste. C'est ça. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Et à quand la fin des temps d'urgence? Si la situation s'améliore, on peut arrêter l'état d'urgence à n'importe quel moment. C'est ça. C'est-à-dire que quand on parle de 12 mois, ça ne veut pas dire qu'on va faire les 12 mois. Si la situation s'améliore, demain on peut arrêter la situation d'état d'urgence. Ok. Merci. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. C'est la fin de ce numéro de rencontre et échange. Ce fut un plaisir de partager cet instant avec l'honorable député Yeri Tama. Je vous retrouve la semaine prochaine pour deux réflexions. Pendant ce temps, prenez soin de vous et vaccinez-vous comme l'a recommandé l'honorable député. Merci beaucoup. Merci.